Bonjour à tous et bienvenue dans Produits de merde, l'émission préférée des industriels de l'agroalimentaire, selon un panel non représentatif de la profession. Le chocolat fait partie de ces produits nobles qu'on aime offrir. Les boîtes respirent le luxe, la tradition, la gourmandise, la déforestation, le travail des enfants, l'excès de sucre et de matières grasses bas de gamme. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon excessivement complet du marché du chocolat en Europe, tenu par une poignée de multinationales qui nous vendent un prix et un emballage et bien peu de cacao. Bien sûr, le goût est subjectif, mais le rapport qualité-prix l'est beaucoup moins, surtout si on intègre des paramètres écologiques et sociaux. Après cette vidéo, vous serez bien mieux équipé pour faire votre choix en évitant les pièges, les arnaques et les produits de merde. Bon appétit, bon courage et bonne chance. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Vous appelez ça du fromage, vous? Bon, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde, monsieur. C'est de la merde? Ah, c'est de la merde, c'est tout. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. C'est scandaleux, je sais pas combien ça coûte, comment vous avez payé ce truc-là, mais moi je... À l'origine, le cacaoyer est un arbre originaire d'Amérique du Sud. Cultivé dans cette région depuis plus de 3500 ans, les Mayas et les Aztèques considéraient son fruit comme la nourriture des dieux. Les fèves étaient principalement consommées sous la forme d'une boisson amère, nommée le caco, réservée aux nobles et aux rituels religieux. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 marque le premier contact extérieur avec le cacao. Un sac de fèves leur sera offert par des Aztèques, mais il sera jeté par-dessus bord quelques temps plus tard, confondu avec des crottes de lapin. C'est en 1502 que les Espagnols découvrent la boisson chocolatée locale, fabriquée à partir des fèves de cacao. Progressivement adoptés par les voyageurs espagnols, ils en deviennent de plus en plus friands, et en 1527, cette boisson traverse l'Atlantique en direction de la cour d'Espagne, où elle deviendra le nouveau breuvage à la mode. La recette est bien sûr adaptée au goût européen. Du sucre et du lait sont ajoutés pour couper l'amertume naturelle, et le piment est vite remplacé par de la vanille. Le chocolat sera consommé progressivement dans toutes les cours d'Europe durant le siècle suivant et deviendra un produit très prisé de l'aristocratie, au même titre que le thé ou le café. La première expédition commerciale de cacao en direction de l'Espagne date de 1590. Des fèves de cacao seront exigées comme butin de guerre au fur et à mesure de la conquête des Amériques. Puis, pour alimenter une demande toujours croissante, ce sont les Mésoaméricains eux-mêmes qui furent exigés comme butin et réduits en esclavage pour produire le cacao et le sucre de canne tant convoités. En attendant bien sûr l'arrivée de la main-d'œuvre africaine dans le cadre du commerce triangulaire et de la traite négrière. Le chocolat restera un produit de luxe réservé à l'aristocratie jusqu'en 1780 et les débuts de l'industrialisation au Royaume-Uni. C'est au cours du XXe siècle que vont apparaître les différents produits dérivés du cacao et les marques que nous connaissons aujourd'hui. Les Anglais produiront le premier chocolat noir à croquer, le Néerlandais Van Houten inventera le chocolat en poudre, les Français seront à l'origine de la ganache et du concept de la tablette. Les Suisses, bien connus aujourd'hui pour le chocolat, entreront dans la danse un petit peu plus tard, après 1875. L'invention du lait en poudre par Nestlé permettra de créer le premier chocolat au lait. Lindt, de son côté, mettra au point la technique du conchage, permettant de fabriquer des chocolats au fondant inégalé. Nestlé inventera aussi le chocolat blanc en 1930 pour utiliser des excédents de beurre de cacao. En 1920, le Belge Calbo invente le premier chocolat de couverture, fabriqué spécialement pour être utilisé par les professionnels de l'enrobage et de la confiserie. Il deviendra un pilier de l'industrialisation dans l'après-guerre. De nos jours, la quasi-totalité des chocolats sont enrobés du même chocolat de couverture, produit par deux entreprises. Enfin, on peut citer l'apport toujours inestimable des États-Unis à la gastronomie. Les entreprises Mars et Hershey's, lancées au début du XXe siècle, dominent aujourd'hui le marché du chocolat. Mais ne vous en faites pas, on redorera leur blason en fin de vidéo. Pour ces raisons historiques, l'écrasante majorité de la transformation et de la consommation de cacao sont le fait de l'Europe, des États-Unis et du Japon. Alors que le cacaoyer ne pousse que dans la ceinture de cacao, située bien plus au sud, entre les deux tropiques. Au XIXe siècle, le Venezuela puis l'Équateur occupèrent la place de premier producteur mondial.
On parlait alors d'une production en milliers ou dizaines de milliers de tonnes. De nos jours, la production annuelle dépasse les 5 millions de tonnes par an. Au début du XXe siècle, 95% du cacao était encore produit en Amérique du Sud. Les entreprises du chocolat, soucieuses de diversifier leur approvisionnement et de se rapprocher des pays de consommation, ont introduit le cacaoyer en Afrique dès 1822 sur l'île de Sao Tomé, qui finira par être couverte à 90% de plantations. La persistance de l'esclavage sur l'île malgré l'abolition plongera les fabricants dans des scandales d'exploitation d'enfants qui les conduiront à boycotter l'île et à se tourner vers d'autres pays, notamment le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ceux qui suivront la suite de l'histoire apprécieront l'ironie de la situation. C'est ainsi que le Ghana fut le premier producteur mondial de cacao de 1911 à 1978, où il sera détrôné par la Côte d'Ivoire, leader incontesté depuis lors, qui concentre 40% de la production mondiale. Mais cela au prix d'une destruction écologique et sociale considérable. De nos jours, 75% de la production de cacao mondiale vient d'Afrique, et elle alimente 90% des besoins européens. C'est la raison pour laquelle on va se concentrer sur la réalité africaine de la production dans la suite de cette vidéo, et en particulier sur le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un exemple caricatural des problèmes. Pour résumer la situation, le cacao est produit en masse dans des pays qui ne le consomment pas, et il est consommé en masse dans des pays où il ne pousse pas. Cette situation issue du colonialisme a persisté en raison de l'écart de niveau de vie entre le Nord et le Sud. Le chocolat est un produit non essentiel, coûteux et nécessitant un certain niveau d'industrialisation pour être abordable auprès d'une masse de consommateurs suffisamment riche. Les pays producteurs n'ayant pas de consommateurs locaux, pour des raisons culturelles ou de solvabilité, ils ne peuvent pas développer les étapes de la transformation et se cantonnent à l'activité la plus encombrante et la moins valorisée, la production des fèves de cacao. Ces 40 dernières années, on peut dire que le cacao a largement contribué à bousiller la Côte d'Ivoire. Des livres relativement épais ont été écrits sur le cycle économique du cacao ou sur l'impact néfaste du libéralisme sur ce marché agricole. Sans trop rentrer dans les détails, il me semble important de donner quelques clés pour comprendre comment la Côte d'Ivoire a développé un syndrome de Stockholm avec le cacao et pourquoi le développement de cette production a toutes les chances de finir dans un drame humanitaire sans nom. Vous verrez aussi que ces réalités économiques ont un impact sur la qualité du produit et sur d'éventuelles turpitudes morales chez les consommateurs, source d'angoisse terrible pour les industriels du chocolat que l'on ne manquera pas d'alimenter aujourd'hui. Suite à la décolonisation dans les années 60, les pays africains se dotent d'administrations pour organiser l'exportation des matières premières, notamment agricoles. L'immense majorité du cacao étant produit par des petits producteurs qui possèdent environ 3 hectares de terre en moyenne, qu'ils cultivent en parallèle d'une petite agriculture vivrière. Des caisses de stabilisation, appelées caisses stab, sont créées dans la plupart des pays d'Afrique. Elles sont chargées de réguler les marchés du café, du coton ou du cacao. Leur rôle principal est de lisser les fluctuations du marché pour garantir un prix minimal constant aux producteurs. Oui, on appelle ça le commerce équitable, mais on va y revenir. Elles fournissaient principalement 2 services visant à limiter la volatilité des prix. La gestion d'un marché à terme qui permet de vendre la production tout au long de l'année et pas tout en même temps au moment de la récolte, ce qui augmente le pouvoir de négociation des producteurs, et le stockage des marchandises qui permet d'étaler un éventuel excès d'offres. Cela dit, c'est moins vrai pour le cacao qui se conserve mal sous les tropiques, et on verra que cette particularité fait aujourd'hui le bonheur d'un autre acteur de la chaîne situé en Occident. Les caisses stab devaient donc gérer une épargne constituée pendant les bonnes années, où le prix de marché était supérieur au prix garanti aux producteurs, et cette épargne devait servir à financer diverses infrastructures, notamment des routes, et à compenser les années où le prix de marché était trop bas. Les caisses stab étaient couplées à l'existence d'accords internationaux sur le cacao entre les pays producteurs et consommateurs. Ils définissaient des quotas de production âprement négociés pour chaque pays producteur, ainsi qu'une fourchette de prix pour chaque année, avec un plancher et un plafond. Quand le plafond était atteint, les pays producteurs libéraient des stocks sur le marché pour faire baisser les prix, et quand le plancher était atteint, ils stockaient la marchandise, et les pays consommateurs participaient d'ailleurs aux frais de stockage. Il faut savoir que tous les pays producteurs et consommateurs n'étaient pas membres de ces accords, ce qui pouvait créer des distorsions de concurrence entre les pays et des phénomènes de passagers clandestins. Pour autant, ces arrangements ont fonctionné tant bien que mal une bonne quinzaine d'années et ont permis aux producteurs de prévoir leurs revenus et de développer leur exploitation. C'est ce qui a vraiment lancé la culture de cacao en Côte d'Ivoire.
Puis vint la vague de libre-échange dans les années 80, qui a rapidement vidé les accords internationaux de leur substance. Adieu les quotas, adieu les prix planchers, ne restait qu'un accord sur des normes et des bonnes pratiques avec un organisme international qui fait de la statistique. Parallèlement, sous la pression du FMI et de la Banque mondiale, les marchés agricoles ont été libéralisés dans les pays d'Afrique au fur et à mesure que des turpitudes financières les conduisaient à recourir à leurs services. Les caisses stables furent supprimées, accusées de bloquer le marché, d'être corrompues et de servir à alimenter des caisses noires pour les gouvernements et leurs proches. Ce qui était tout à fait exact. Toutefois, elles assuraient au moins un prix minimum aux producteurs et faisaient globalement leur travail. Elles ont été remplacées par des organismes tout autant corrompus, qui taxent les producteurs parfois abusivement, et ne publient aucun compte de leurs dépenses qui sont tenues secrètes. Par contre, ils encadrent plus le marché, et c'est ce qui plaît au FMI, bien plus que les considérations sur la corruption. Bon, ils sont depuis revenus à des considérations un peu plus interventionnistes, mais j'ai dit qu'on rentrait pas dans les détails. Ainsi, le marché du cacao fut libéré des régulations qui encadraient les prix de vente, la gestion des surplus, et surtout, les quotas de production. Tout le monde pouvait produire autant qu'il le voulait, vendre à qui il voulait, au prix où il le voulait. Car nous sommes tous égaux sur le marché, n'est-ce pas? Il n'a pas fallu longtemps pour que le prix du cacao ne s'effondre. La part des producteurs dans le prix d'une tablette de chocolat est passée de 23% à 7%. Je vous laisse deviner dans quelle poche est passée la différence. Le petit niveau de vie des producteurs a été divisé par 3, ne leur permettant plus d'envoyer leurs enfants à l'école, qui ont dû aller travailler dans les plantations pour assurer leur pitance. D'autant plus que les producteurs ne touchent qu'environ 60% du prix indiqué à la bourse, et parfois moins dans les zones reculées. On verra pourquoi. Une situation assez paradoxale s'est installée à partir des années 80, où la production de cacao et le nombre de producteurs n'a cessé d'augmenter, alors que cette culture ne permettait plus de vivre et à peine de survivre. La raison vient du fait que la décision de planter du cacao n'est pas tellement liée à l'évolution de son prix de vente. Le boom du cacao est intimement lié à des phénomènes de migration interne et externe aux pays producteurs qui viennent profiter de la rente forestière. Donc pour faire du cacao, il vous faut des migrants et de la forêt. Les dérégulations du marché du cacao ont créé un appel d'air pour tous ceux qui cultivent des terres difficiles ou fatiguées. Ils se déplacent dans les zones forestières, espérant mieux gagner leur vie. Sur place, ils cultivent un produit qui a un bon rendement, pas trop chiant, et qu'ils ont un espoir de vendre sur les marchés. Donc on va éviter tous les produits en concurrence avec l'agriculture ultra subventionnée du Nord. Le cacaoyer remplit toutes ces conditions. Il commence à donner des fruits au bout de 3 à 5 ans, et sa culture est très facile et rentable dans le sol fertile des forêts, pendant 15 à 20 ans, avant le déclin des rendements. Pour les migrants, il y a aussi l'espoir de la constitution d'un patrimoine. Déjà, ils font le pari qu'ils ne seront pas délogés avant de commencer à gagner de l'argent, et que sur le long terme, ils deviendront propriétaires de la parcelle qu'ils occupent, en raison de considérations locales un peu particulières du droit de propriété. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les problèmes fonciers en Côte d'Ivoire font partie de ces sujets qui risquent de se régler localement à la machette. Le mode de production rudimentaire conduit à un rendement relativement faible, de 500 kg à l'hectare en moyenne, qui pourrait être multiplié par 4 ou 5 dans des conditions optimales. Mais ça demande des investissements, et il reste plus intéressant de compenser cette faiblesse par la surexploitation de la forêt, cette ressource gratuite, régulièrement défrichée, pour ouvrir une nouvelle parcelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'une baisse des cours prolongée du cacao peut conduire à une augmentation de la déforestation, parce qu'il est plus rentable de cultiver une grande parcelle peu entretenue qu'une petite parcelle optimisée. Il en va de même pour les plantations vieillissantes, demandant plus de travail. Elles sont souvent délaissées au profit d'une nouvelle taille dans la forêt. C'est ainsi que les forêts de Côte d'Ivoire se sont évaporées. Elles couvraient 16 millions d'hectares dans les années 60, il n'en restait plus que la moitié en 1990 et à peine 20% en 2015. Et il n'y a plus rien. C'est ironiquement dans les zones protégées que la déforestation a été la plus intensive. À l'exception d'une ou deux zones à peu près préservées, 90% des forêts protégées ont disparu. Ben il n'y a plus rien, tout s'est envolé. Étant donné que ces zones appartiennent à l'État, et donc à personne en particulier, elles sont le lieu privilégié des migrants qui s'accaparent les terres. La déforestation est majoritairement le fait de la culture du cacao à 40%, mais aussi de l'EVA, du palmier à huile et de l'orpaillage clandestin. Globalement, ces forêts protégées sont devenues des zones de non-droit. Ce mode de production non mécanisé a besoin d'une main-d'œuvre abondante et pas chère. On va donc placer sur la parcelle l'être le plus vulnérable du monde capitaliste après le chômeur et le migrant mineur.
Une véritable filière de trafic d'êtres humains s'est développée pour fournir de la main-d'œuvre aux plantations. Des enfants ayant entre 10 et 15 ans pour la plupart sont achetés à leur famille ou collectés au bord des routes par des passeurs qui leur promettent la richesse dans les plantations. Combien d'enfants ont quitté le village pour aller en Côte d'Ivoire? À ce jour, 130. Quel âge ont les enfants quand ils partent? 12, 13, 14 ans. Il rencontre un type en voiture sur la route, s'il peut les prendre, il le fera. Les planteurs viennent souvent dans le village et enlèvent les enfants à l'insu des parents. Les trafiquants transportent entre 2 et 15 enfants par voyage. Ils vont en autocar jusqu'à Korogo, en Côte d'Ivoire, où ils disposent d'un lieu où les enfants sont retenus avant d'être vendus aux fermiers. Les enfants viennent généralement des régions environnantes. Les trafiquants les emmènent à la frontière en autocar et ensuite traversent la frontière, en moto ou en taxi par des petites routes. Fraîchement descendus d'un bus en provenance du nord de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso ou plus récemment du Mali, les enfants seront tout autant exploités que la forêt. Ils travailleront plusieurs années sans toucher de salaire, en échange de l'opportunité de ne pas crever de faim, ce qui constitue déjà une amélioration des conditions de vie pour certains. On chauffe beaucoup, on dort en bas de les bois, on dort pas dans les maisons bien propres, les moustiques, tout ça là. En fin d'année, tu tombes malade, tu dois partir à l'hôpital, tu dois dépenser, donc fin compte, quand tu vas trop calculer, tu ne dégages rien. Mais comme on n'a rien à faire, c'est pour avoir à manger seulement, c'est ça. Dans le meilleur des cas, son propriétaire finira par lui octroyer une parcelle qu'il pourra exploiter pour son propre compte en échange d'une location ou d'un partage de la production. Une fois qu'il aura tout payé, il pourra profiter de ses premiers revenus du cacao, c'est-à-dire que dalle, entre 1 et 2 euros par jour. Tous les jeunes qui travaillent ici sont arrivés enfants. Ils sont là depuis des années, prisonniers de la forêt. C'est le cas d'Aziz. Les parents sont restés là-bas? Oui, ils sont à Burkina. Ah, ça? Ils sont à Burkina. Burkina, oui. Ouais. Tu les vois pas? Oui, je les vois pas. Depuis 6 ans comme ça, je n'ai jamais vu mon père. Ah, tu es arrivé à 15 ans? Ouais, ça ne peut pas arriver là. Non, tu es arrivé à 15 ans? Ouais. Tu as maintenant 21 ans? Voilà, c'est 21 ans comme ça. Ah, ça fait beaucoup de temps sans voir ses parents. Oh, il y a beaucoup de souffrances. Tu es retourné au Burkina ou jamais? Non, je n'ai pas encore retourné. Depuis que tu es venu? Hein? Depuis que tu es venu? Ouais, depuis quand je suis venu là, je n'ai pas encore retourné. Pourquoi? Parce que c'est cette année-là que j'ai eu l'argent. J'ai commencé à eu l'argent. Voilà le secret le plus sombre des plantations clandestines du cacao. Aziz vient de travailler 5 ans gratuitement. Et cette année, pour la première fois, son patron lui a donné une petite parcelle de cacao. Il a pu vendre ce cacao et enfin toucher un peu d'argent. Travail contre nourriture, puis paiement en nature. Nous découvrons que le système est généralisé dans les champs du Gwandébé. Ali vient de recevoir la première parcelle de son patron. Il ne te donne pas l'argent ici? Non, il ne me donne pas. Il n'est pas me donné, j'ai travaillé jusqu'à... Il dit voilà pour toi, j'ai travaillé. Il m'a donné. Donc tu as travaillé gratuit pendant 6 ans? Voilà. C'est comme du travail esclave, ça. Hein? C'est comme du travail esclave, ça. Oui, c'est comme déjà, mais comme tu voulais pour toi. Mais c'est que tu as donné, ça ne produit pas? Non, maintenant ça produit. Parce que j'ai gagné chaque demi cette année-là. Un sac et demi, c'est 180 kilos de cacao. 210 €. C'est désormais ce qu'Ali va gagner chaque année. Et il a déjà des dettes. Il est pris au piège. Cette situation n'a rien à voir avec de la méchanceté ou de l'inhumanité. Le besoin colossal en main-d'œuvre pas chère des plantations et la réalité de la pyramide des âges dans les pays de migration conduit structurellement à l'exploitation des enfants dans cette région du monde. 50% de la population a moins de 18 ans au Burkina Faso et moins de 16 ans au Mali.
Il est inévitable que ces enfants aient un début de vie professionnelle un peu plus précoce que dans nos régions. Alors certains pays gèrent cette réalité crue et complexe mieux que d'autres, peut-être aussi parce qu'ils le peuvent. Je vous renvoie à ce film sur l'organisation du travail des enfants en Bolivie, où ils essayent de trouver un juste milieu entre les nécessités de la pauvreté et le besoin de préserver le temps de l'enfance et de l'éducation. Cependant, même en étant souple sur le travail des enfants, force est de constater qu'on a affaire aux conditions d'exploitation parmi les plus sordides de la planète. On estime qu'1,8 million d'enfants esclaves travaillent actuellement dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui concentrent 60% de la production mondiale. Il n'y a évidemment ni horaire, ni droit du travail, ni comité d'entreprise. Les gosses sont exposés à des travaux dangereux, les blessures à la machette sont régulières et elles ont intérêt à guérir toutes seules, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont aussi exposés à des produits chimiques, notamment du glyphosate qui sert à défricher la forêt. L'école n'est pas du tout au programme. Déjà, les cultivateurs arrivent au mieux à envoyer un de leurs enfants à l'école, ou bien ils se cotisent pour payer un instituteur pour 200 gosses. Mais quand le cacao arrive à assurer la subsistance, c'est déjà pas mal. Que le consommateur se console, si ses enfants ne travaillaient pas dans le cacao, ils devraient aller travailler ailleurs, et vous n'êtes pas responsable de leurs conditions. Les responsables se trouvent au niveau des États consommateurs et producteurs, dans les institutions financières internationales, et bien sûr, les premiers responsables sont la poignée d'entreprises multinationales qui gèrent 90% du marché du chocolat et profitent allègrement de la situation. Les scandales sur le travail des enfants sont la hantise des industriels du chocolat, qui affirment le cœur sur la main faire tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre ce problème. Mais quand on regarde leurs actes, on constate qu'ils en font le moins possible. En 2001, un scandale d'exploitation d'enfants avait conduit des sénateurs états-uniens à mettre en place le protocole Harkin-Engel pour obliger les fabricants à tracer la provenance de leur cacao afin de garantir un chocolat sans esclavage. Les industriels ont alors fait pression dans la coulisse pour supprimer toute obligation légale et réduire ce protocole à une déclaration de bonnes pratiques basée sur le volontariat et dépourvue de sanctions. C'est un grand classique. Sans surprise, le secteur n'avait pas atteint ses objectifs de traçabilité en 2005, la date butoir prévue dans le protocole. On l'a donc repoussé à 2008, puis 2010, puis à 2020, et puis... Pendant cette période, le commerce équitable a fait son apparition, et s'est aussi développé sur le marché du chocolat. Alors il y aurait une vidéo entière à faire sur ce sujet, on va simplement se contenter ici des conclusions. Globalement, le commerce équitable équivaut à une privatisation de la régulation du marché, rendue nécessaire par les conséquences néfastes de la mondialisation qui finissent par foutre la gerbe aux consommateurs. Partant de bonnes intentions, le commerce équitable a rapidement été dévoyé pour servir de cache-misère aux pires pratiques de l'industrie, et notamment dans le cacao. La mise en concurrence des labels par les entreprises conduit les organismes de certification à niveler leur cahier des charges par le bas pour garder leurs clients, qui sont tous des grandes entreprises du secteur, qui leur versent des millions d'euros. Après tout, aux yeux des consommateurs, un label commerce équitable en vaut un autre. On ne peut pas se renseigner sur tout. Alors on se contente de l'image rassurante et déculpabilisante d'un logo, et puis on va pas chercher plus loin. Et ça, les entreprises l'ont bien comprise, et certaines ont lancé leur propre label équitable ou durable, aux ambitions minimalistes et pas toujours transparentes. Certains logos d'entreprise ne sont associés à aucun cahier des charges. C'est bien pratique. Le cacao durable ou équitable n'a finalement que peu d'impact sur le niveau de vie des producteurs. Ils bénéficient d'une prime brute d'environ 10% de leurs revenus en moyenne, auquel il faut déduire les coûts de la certification et le coût des contraintes de production à respecter pour l'obtenir. Cela dit, ils ne sont pas tous au courant de leurs obligations. Le plus souvent, la certification s'arrête à la coopérative, qui ne fait pas toujours de gros efforts de suivi, et qui reverse rarement aux producteurs l'argent des primes équitables. Certaines n'ont d'ailleurs de coopérative que le nom. Elles ne regroupent aucun producteur, et se contentent d'acheter des fèves tout azimut, qui sont revendues sous un label équitable fictif ou fraudé, pour profiter de la prime. Près de 50% du cacao durable serait frauduleux. Quelle horreur! Les certifications sont obtenues par de faux papiers, la provenance du cacao est trafiquée, les contrôles des organismes sont rares et annoncés à l'avance. On parle d'une mafia qui se serait développée autour du cacao certifié. Depuis que Mars et Lindt ont annoncé vouloir s'approvisionner à 100% en cacao durable, des centaines de milliers de tonnes de cacao durable sont apparues comme par magie en Côte d'Ivoire. Alors soit les producteurs sont des agents agiles du capitalisme mondialisé, soit il y a une fraude massive à la certification que l'on fait semblant de pouvoir gérer.
De temps en temps, un exportateur exclut une de ces coopératives de sa liste de fournisseurs durables. D'autres essayent de contrôler eux-mêmes le sérieux des coopératives. Mais bon, le principe de la fraude, c'est qu'elle est cachée. Et finalement, tant que l'exportateur a un papier suffisamment crédible pour le dédouaner de sa responsabilité, c'est le principal et il n'ira pas chercher plus loin. S'il y a un scandale, il pourra toujours se présenter comme une victime. Nous avons été trompés, des sanctions seront prises, et nous allons renforcer les contrôles. Eh ben voyons. Tout le monde aujourd'hui affirme se fournir en cacao durable, alors que ce n'est pas la majorité de la production. C'est à se demander où passe le reste. Avec le temps, les consommateurs ont globalement perdu confiance dans le commerce équitable. Il existe encore des labels sérieux dans tout un tas de domaines, mais dans le chocolat, ça a surtout servi à duper les consommateurs ou à leur faire passer des hausses de prix substantielles pour un investissement modique. Un demi-centime d'euro par tablette de 100 grammes. Bon, visiblement, le saint marché ne règle pas tous les problèmes, une fois de plus. Alors en 2019, le Ghana et la Côte d'Ivoire se sont associés pour exiger une prime de 400 $ par tonne de fèves en plus du cours de bourse, afin d'augmenter le revenu des producteurs. Certains industriels ont joué le jeu, mais d'autres ont utilisé le Covid comme prétexte pour ne pas payer, ou bien ils se sont arrangés pour contourner le processus, par exemple en expédiant les fèves clandestinement depuis un autre pays. Ils savent pourtant que la faiblesse des revenus des producteurs est la première raison qui oblige leurs enfants à travailler et qui les oblige à aller acheter des enfants ailleurs. Mais ça bouge aussi du côté des pays consommateurs. Enfin, façon de parler. La même année, donc en 2019, les Pays-Bas ont lancé une nouvelle farce pour rassurer les consommateurs. Le devoir de diligence raisonnable en matière de travail des enfants. Les industriels vont devoir remonter leur chaîne d'approvisionnement, identifier les problèmes et proposer des solutions pour les résoudre, sans quoi ils s'exposent à des sanctions pénales. Mais ils n'ont pas d'obligation à les résoudre, et puis on reste dans une démarche volontaire, raisonnable. On sait déjà ce qui va se passer. On va prendre un cabinet d'audit extérieur qui fera un joli rapport de diligence raisonnable et nous décharger de toute responsabilité. Sur la base de ce rapport, on donnera un cahier des charges à nos sous-traitants interdisant le travail des enfants, tout en les payant trop mal pour qu'ils le respectent. Et puis on leur mettra tout sur le dos en cas de scandale. L'Union européenne est en train de préparer une loi du même genre à l'échelle communautaire, avec le soutien des industriels du secteur. Enfin bref, ça faillote, ça titille, ça gnognotte, ça se touche la nuit. Comme d'habitude quoi. Et pendant des heures. Cette bureaucratie s'est déjà avérée inefficace pour lutter contre le travail des enfants dans les mines de coltan du Congo. Le résultat ne sera pas différent dans le cacao. Même chez les sous-traitants de l'automobile aux États-Unis, on trouve ce genre de problème. Les donneurs d'ordre interdisent le travail des enfants, mais ils payent tellement mal qu'on finit par trouver des enfants clandestins mexicains dans l'arrière-boutique. Mais bon, ça permet quand même aux industriels de gagner du temps en jetant de la poudre aux yeux des consommateurs qui ont tendance à boycotter les entreprises qui ne font pas assez d'efforts sur ces questions. Cette paperasse est l'occasion de montrer qu'on en fait, à peu de frais et sans rien changer aux fondamentaux du marché, qui sont si lucratifs. Tant qu'il n'y aura pas d'obligation légale de traçabilité, ou tant qu'il sera moins cher de berner les consommateurs que de payer correctement les producteurs, cette situation ne changera pas. Car la seule chose qui compte pour ces entreprises, évidemment, c'est de faire du profit. Et elles profitent. On peut même dire qu'elles sont subventionnées par la déforestation et l'esclavage des enfants. Elles s'assurent d'ailleurs d'avoir le maximum de producteurs à leur service. Il faudrait pas que ces gens aillent subventionner d'autres cultures dont on ne profite pas, comme le café, les VA ou je sais pas quoi. Alors on leur fournit des crédits à taux zéro et on leur offre des plants. Nestlé s'est engagé à fournir 12 millions de plants de cacaoyer Mercedes, une variété à haut rendement issue de la recherche ivoirienne. J'ai rendez-vous avec Nathan Bello, le représentant local de Nestlé. On a juste une pépinière ici d'environ 60 000 plants. 60 000 plants de ce cacao à haut rendement. Ça commence à sortir. Où est-ce que tu as vu que ça sortait? On l'appelle le cacao Mercedes, en référence à la voiture. Ces plants pousseraient beaucoup plus vite que les cacaoyers traditionnels. Donc là, on a semé. Ce cacao qui sort à peine de terre, Nathan va le distribuer gratuitement aux producteurs. On a un objectif, ça dit que c'est dans l'engagement de Nestlé de distribuer 12 millions de plants sur 10 ans qu'on a étalé le programme. En donnant ainsi des millions de plants de cacao Mercedes, le numéro 1 de l'agroalimentaire compte assurer son approvisionnement en cacao dans les années qui viennent. Ces plants sont distribués sans discernement à tous ceux qui voudraient les planter, encourageant la déforestation, notamment dans les forêts classées.
Après tout, qu'importe le cours de la bourse, le plan est gratuit. On le plante dans une terre gratuite, et puis on enverra un gosse dans 3 ans pour la première récolte, on le paye même pas, on l'a acheté une fois et il travaille. Tous les programmes d'aide aux producteurs des industriels sont en fait orientés pour pérenniser leur approvisionnement en cacao, et pourquoi pas créer une petite surproduction structurelle qui fera pression sur les prix. Pourtant, ces entreprises auraient les moyens de tout contrôler, d'avoir leur propre plantation, de payer correctement les travailleurs, etc. Mais c'est bien plus rentable d'avoir une nuée de petits producteurs, pauvres, isolés et en concurrence. On les laisse se salir les mains à notre place, et tandis qu'on est subventionné par leur misère, on peut prendre des postures affectées depuis nos grands bureaux de verre sur cette situation regrettable et complexe, qui mettra du temps à s'améliorer. Le temps passe, et les caisses se remplissent. Je pense que vous avez compris les grandes lignes des réalités économiques et sociales qui se cachent derrière le cacao africain, qui compose 90% du chocolat consommé en Europe. Alors c'est moins pire ailleurs dans le monde, et même s'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, on va maintenant s'intéresser au produit en lui-même. Vous aurez sans doute compris que le mode de production décrit précédemment est entièrement tourné vers la quantité, et se fiche complètement de la qualité. Celle-ci est résumée à sa notion la plus basique. Il faut simplement que les fèves soient comestibles et transformables. Donc pas trop de pourri, pas trop de verre ou de déchets exogènes. La question des arômes est complètement passée à la trappe. Car pour développer ces arômes, le cacaoyer aurait besoin de plusieurs choses qui ne sont pas souvent réunies dans le cacao grand public. Déjà, la variété a son importance. Les plans entièrement tournés vers la maximisation du rendement qui sont ultra majoritaires aujourd'hui ne sont pas ceux qui développent les meilleurs arômes. Le cacaoyer doit aussi pousser sous un couvert forestier au milieu d'autres espèces. Or, la forêt est rapidement supprimée pour laisser toute la place aux plants de cacao au nom du rendement. Ce qui est une connerie puisqu'il pousse mieux en agroforesterie, mais ça demande des compétences. Le sol est donc pourri par un usage incontrôlé de toutes sortes d'herbicides et parfois par des pollutions issues d'activités voisines des plantations, comme l'orpaillage clandestin. Tête rouge, c'est juste la couleur du bouchon. Il est vendu partout en lisière de la forêt. Il n'y a pas le nom de l'herbicide sur la bouteille. Ça, on ne sait pas ce que c'est. C'est chinois. Donc ça, c'est pourquoi? C'est pour tuer herbe. Pour tuer herbe. Voilà. Vous tuez d'abord les herbes et vous plantez le cacao. Voilà, c'est comme ça. Donc on prend, on met au dos, on met un médicament et puis on pompe. Et tous les jeunes qu'on voit avec ça, là, dans la brousse, oui. C'est le même produit? Oui. C'est du glyphosate? Oui. Vous connaissez le glyphosate? Bon, on connaît le nom, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Seulement qu'on tue les herbes et puis on plante cacao. Mais personne ne vous a dit ce que c'était, si c'était dangereux ou pas? On ne nous a jamais dit ça. Que c'est dangereux, que ça peut tuer, on ne nous a pas dit ça. D'accord. Mais quand vous voyez le petit bonhomme avec les protections comme ça, vous vous dites pas... Bon, on sait qu'il faut te protéger avant de pomper, mais comme on n'a pas de protège, on est obligé de pomper comme ça. D'accord. Et c'est comme ça que le cacao, il avance? Voilà, c'est comme ça. D'accord. Ça y est, c'est quand tu tues et que tu plantes le cacao, herbe là, ça vient pas vite. Ça veut dire que le cacao là, ça pousse. Voilà, ça développe avant herbe. D'accord. Et comment vous faites pour que les arbres ils soient tout blancs comme ça? Les arbres, ça là, ouais. On met feu. Ouais. On met feu. On met les bois secs à côté du bois et puis on met feu, c'est feu là qui brûle. Ah, c'est comme ça. Voilà. Et après, vous avez plus de place pour le cacao. Voilà. D'accord. C'est ça. Le cacaoyer n'étant pas fait pour pousser au soleil, il faut doper le plant avec des engrais. La surexploitation du sol qui en découle induit la surexploitation des métaux lourds qui s'y trouvent naturellement, ce qui augmente leur concentration dans le plant, puis dans la fève. Et c'est la raison principale pour laquelle un grand nombre de tablettes de chocolat de grande consommation présentent un taux de cadmium un peu limite. Peut-être pas assez pour être alarmiste, mais suffisamment pour que les organismes sanitaires s'y intéressent. La récolte du cacao en Côte d'Ivoire se fait tout au long de l'année avec une campagne principale en octobre, novembre et décembre, qui concentre 50 à 60% de la récolte. Les cabosses, le fruit du cacaoyer, sont ramassées et ouvertes à la main. Elles contiennent les précieuses fèves de cacao enveloppées dans leur mucilage. La macération du mucilage pendant 5 à 7 jours est une étape très importante pour le développement des arômes de la fève. Elle se fait dans la plantation immédiatement après la récolte pour des raisons de conservation. Le plus souvent, on place simplement les fèves dans des feuilles de bananier, à même le sol, ce qui peut donner des résultats aléatoires.
De plus, les fèves ne sont pas toujours très bien triées. Les taches noires qui parsèment ce tas sont des fèves pourries qu'il faudrait retirer. Elles vont donner un goût âcre à toutes les autres fèves. Les producteurs ne roulant pas sur l'or, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils en jettent la moitié. Et parfois, le besoin d'un revenu immédiat les conduise à bâcler la macération. On m'a expliqué qu'il fallait faire attention aux fèves qu'on achète en Côte d'Ivoire au moment de la rentrée des classes. Les fèves sont ensuite séchées jusqu'à un taux de 8% pour ne pas moisir. Évidemment, ils n'ont pas d'instrument, donc là aussi il peut y avoir des ratés. Elles sont ensuite conditionnées dans des sacs en jute de 40 kg en général. Là aussi, ils peuvent prendre un petit peu ce qui leur passe sous la main. Ce sera le travail du pisteur de sortir les fèves des plantations, qui sont souvent éloignées des axes principaux. Après une vérification sommaire de la qualité, il achète les fèves environ 1 € le kilo pour le compte d'un exportateur ou d'une coopérative. Les prix peuvent être encore plus bas dans les zones reculées, même quand un prix plancher est fixé par l'État. Les producteurs n'ont pas vraiment le choix. Pourtant, ces dernières années, le cours du cacao tournait autour des 2,50 $ le kilo, et c'est ce prix qui devrait être payé aux producteurs au bord du champ, comme on dit. Mais ils subissent une décote parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont reculés, il faut du transport, parce que la qualité n'est pas toujours au-dessus du minimum, et parce qu'il peut y avoir des corps étrangers mélangés aux fèves, de la terre, des écorces, etc. Il faudra donc faire un tri avant d'utiliser la production ou de l'exporter. En Côte d'Ivoire, les fèves sont acheminées vers San Pedro ou Abidjan, les deux principaux ports d'exportation du cacao. D'une manière ou d'une autre, elles vont atterrir dans les entrepôts des multinationales du chocolat ou de quelques négociants indépendants, qui survivent parce qu'une loi indique que 30% des fèves doivent être exportées par des entreprises locales. Bref, c'est à partir de là qu'on commence à gagner de l'argent avec le cacao. Une fois triées, débarrassées des impuretés et reconditionnées, les fèves seront en majorité exportées. Une très faible proportion des fèves de Côte d'Ivoire sont transformées sur place. Il n'y a pas de besoin local, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas d'alimentation stable en électricité, et puis on a déjà des usines ultra développées en Europe, donc c'est dur d'être compétitif en partant de zéro. Les quelques usines de transformation de Côte d'Ivoire sont détenues par des multinationales du chocolat qui n'hésitent pas à gratter des subventions à l'État, au titre de l'aide au développement. Que serait le capitalisme sans les subventions des pauvres, hein ? Pour ne rien arranger, les fèves se conservent mieux dans les pays tempérés. Raison de plus pour les expédier rapidement vers le nord, principalement au port d'Amsterdam. Elles y seront stockées, en vrac ou en sac, dans de grands hangars sur les docks, en attendant d'être envoyées vers les usines de transformation, situées principalement aux Pays-Bas et en Allemagne. Ces stocks peuvent aussi être revendus à d'autres acteurs de la chaîne de production, ou être utilisés par des spéculateurs qui opèrent depuis Londres sur le marché du cacao. La spéculation entraîne des mouvements de cours parfois sans lien avec les fondamentaux du marché du cacao, qui sont toujours à la défaveur des pays producteurs. Quand les cours baissent, leurs revenus baissent, et quand les cours montent, ça ne se répercute pas forcément dans les poches des producteurs. Et si vraiment la hausse est durable, les industriels peuvent s'arranger pour utiliser moins de cacao dans leur chocolat. Ah, le moment que vous attendiez tous. On en arrive aux dingueries de la fabrication du chocolat. On pourrait penser que le Ghana et la Côte d'Ivoire, pesant 60% de la production mondiale de cacao, ils auraient les moyens d'imposer quelques conditions bien légitimes sur ce marché. C'est sans compter que la production de chocolat est ultra concentrée de nos jours, se résumant à une dizaine de multinationales qui mettent les pays producteurs en concurrence. On peut scinder ces entreprises en deux groupes d'activités. Le premier groupe s'occupe principalement du négoce et de la transformation des fèves en produits semi-finis. Un marché dominé à 75% par 4 multinationales, souvent inconnues du grand public. Le deuxième groupe sont les chocolatiers qui assemblent ces produits semi-finis pour fabriquer tous les chocolats et autres confiseries cacaotées à destination des tubes digestifs. Un marché un peu moins concentré, bien que là aussi, 6 entreprises pèsent 60% du chiffre d'affaires mondial. La fabrication du chocolat nécessite une suite d'étapes perfectionnées au cours du temps qui vont développer ses arômes et sa texture. La première, et parmi les plus importantes, est la torréfaction des fèves de cacao. Comme pour le café, elles vont être chauffées entre 100 et 140 degrés pendant environ 30 minutes. Ça peut varier en fonction de l'origine des fèves et des demandes des clients. Les fèves torréfiées sont envoyées vers un concasseur qui va les réduire en petits morceaux. Des tamis vont séparer la coque et la pulpe d'un côté et le grain de cacao de l'autre, qu'on appelle le gruet. Ce gruet va être broyé dans des grands rouleaux jusqu'à obtenir une sorte de pâte assez fluide qu'on appelle la masse de cacao ou encore la liqueur de cacao.
À ce stade, ça ressemble déjà à du chocolat, mais ça n'en a pas encore le goût que l'on connaît. C'est beaucoup trop astringent. Il faut noter que la liqueur obtenue dans l'industrie est en général un mélange de fèves de différentes origines et de différentes qualités, une sorte de villageoise du cacao, dont la constance gustative est plus importante que la richesse des arômes, qui passent à la trappe. Alors en parallèle, ils font aussi un cacao grand cru, plus orienté sur le goût, mais on y reviendra. Pour obtenir le chocolat qu'on connaît, on va plus ou moins diluer cette liqueur avec du sucre et du beurre de cacao pour l'adoucir. C'est comme ça qu'on obtient du chocolat noir à 70, 75 ou 80%. Si vous voulez du chocolat au lait, il suffit d'augmenter les proportions de sucre et de beurre de cacao et d'ajouter du lait en poudre. Quant au chocolat blanc, il ne contient pas de liqueur, seulement du beurre de cacao et du sucre. Pour fabriquer ces différents types de chocolat, les ingrédients sont mélangés dans un malaxeur jusqu'à obtenir une pâte homogène, qui est à nouveau envoyée au broyage pour diminuer la granulométrie. Le mélange est ensuite brassé dans une conche selon un mouvement de va-et-vient qui va parfaire son homogénéité, développer tous les arômes du chocolat et réduire son acidité. Le conchage est une étape essentielle pour obtenir un chocolat de qualité, tant sur le goût que sur la texture, mais qui est souvent bâclé dans l'industrie. Il se contente de quelques heures de brassage, là où un artisan laissera tourner les conches pendant 12 à 48 heures. Pour terminer, le chocolat est tempéré selon un cycle particulier qui lui permet de passer de l'état liquide à solide. Et il n'y a plus qu'à le verser dans un moule. Bien, alors là je viens de vous faire la liste des étapes normales de la transformation du cacao, de la fève à la tablette de chocolat. Maintenant, on va commencer la liste des dingueries que l'on trouve aux différentes étapes. Si vous avez bien suivi, vous avez peut-être remarqué que j'ai laissé une zone d'ombre dans le processus de fabrication. D'où vient le fameux beurre de cacao si essentiel? Eh bien, il vient de la liqueur elle-même que l'on va presser dans des grosses machines pour extraire le gras qu'elle contient. Le beurre de cacao sort sous la forme d'une huile liquide qui, en figeant, prend une apparence justifiant mieux son nom. Une fois débarrassé de son gras, il ne reste de la liqueur qu'une matière sèche, le tourteau de cacao, qui sera utilisé pour fabriquer le cacao en poudre. Un ingrédient utilisé dans la composition de biscuits, de boissons chocolatées, ou simplement vendu sous la forme de poudre pour le petit déjeuner. Mais ce produit bien connu cache quelques pièges qui le sont beaucoup moins. On va donc s'attarder 2 secondes là-dessus avant de revenir sur le beurre de cacao. Pour commencer, il faut distinguer 2 appellations commerciales. Le cacao maigre, qui contient 100% de poudre de cacao, et le chocolat en poudre, qui est normalement moins cher, puisqu'il contient minimum 32% de cacao maigre, le reste étant remplacé par du sucre. Et puis il y a une 3e catégorie de poudre, encore plus bas de gamme, affichant moins de 32% de cacao, et qui se cache derrière des marques parce qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucune de ces appellations. C'est le cas du Nesquik, qui ne contient que 23% de cacao pour 75% de sucre ajouté. Astuce pouvoir d'achat. Au lieu d'acheter du Nesquik, vous prenez du cacao maigre, vous le diluez aux 3/4 avec du sucre, et vous ferez des économies. De rien, c'est un plaisir. Ah mais rassurez-vous, ils ont fait une version allégée, qui contient 30% de sucre en moins. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de cacao? Eh bien non, le cacao aussi est allégé, à 17%. Et qu'est-ce qu'ils ont mis dans la boîte du coup? Eh bien le premier ingrédient devient la maltodextrine, qui n'est pas autre chose qu'un assemblage de glucides. Mais c'est allégé en sucre, et ça justifie de le vendre 30% plus cher. Pas mal, non? J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Apparemment, les gens ont compris qu'on se foutait de leur gueule, parce qu'ils ont changé la recette en cours de route. Cette fois, le cacao est le premier ingrédient à 28%. La maltodextrine est planquée sous le terme « fibres solubles de maïs ». Des vitamines, des minéraux et des arômes sont ajoutés dans tous les produits Nesquik, comme si le cacao n'avait ni goût, ni nutriments à la base. Eh ben voyons. Faut dire que quand on connaît les méthodes de production du secteur, on comprend mieux pourquoi c'est nécessaire. Et malheureusement, elles sont généralisées. Vous ne serez pas à l'abri des dingueries en choisissant une appellation plutôt qu'une marque. Sachez que pour plaire aux yeux des consommateurs, l'essentiel du cacao maigre est alcalinisé. On appelle ça la méthode hollandaise. On fait cuire les fèves broyées, c'est-à-dire le gruau, avec un additif alcalin. Le plus souvent, c'est du carbonate de potassium, de sodium ou d'ammonium, en fonction du résultat cosmétique voulu. Ça donnera à la poudre un goût plus doux, voire fade. Par contre, elle aura une couleur plus foncée, plus brillante, plus chocolatée, et elle sera plus facile à diluer. Ce sera parfois indiqué dans les ingrédients comme un correcteur d'acidité.
Des entreprises peuvent proposer jusqu'à 80 versions de poudre différentes en fonction de l'aspect cosmétique que vous voulez obtenir. On voit l'intérêt pour les industriels qui les utilisent dans leurs recettes, mais le consommateur perd une grande partie des qualités nutritives et gustatives du produit. Quand il s'agit de confiseries de consommation occasionnelle, bourrées de sucre et d'arômes, c'est pas très grave. Mais si vous voulez vous faire des chocolats chauds régulièrement, privilégiez les cacaos maigres à 100% non alcalinisés. Ce sera meilleur et ça alimentera moins vos risques de diabète. Revenons maintenant au beurre de cacao. Pour commencer, on va faire un lien avec le sujet précédent. Je n'ai vu aucune indication sur ce qu'il advient du beurre de cacao issu du gruau alcalinisé. Eh oui, pour obtenir la poudre, il a bien fallu la séparer du beurre, et il n'est pas vendu séparément, et je doute qu'il le balance. Le plus probable est donc qu'il le mélange au reste, qui est déjà farci de merde. Ah oui, c'est vrai, je vous ai montré la jolie presse hydraulique, celle qu'on vous montrera dans tous les reportages sur la fabrication du chocolat. Mais il existe d'autres méthodes d'extraction du beurre de cacao qui reçoivent beaucoup moins de publicité. Par exemple, Cargill est propriétaire d'un brevet permettant la production de beurre et de poudre de cacao par extraction au gaz liquéfié. Take that, Putin. Cela consiste à mélanger la masse de cacao avec un solvant à base d'hydrocarbures saturés afin de préparer une suspension et à séparer la suspension de manière à obtenir un flux de produits enrichis en beurre de cacao et un flux de produits enrichis en matière solide de cacao. On commence à comprendre comment ils ont fait péter la chocolaterie. Eh oui, une usine Hershey's aux États-Unis a été complètement rasée par une explosion au moment où je tournais cette vidéo. Alors les causes de l'incident font l'objet d'une enquête, mais l'hypothèse d'une fuite de gaz a été évoquée. Je me demande si tout ce gaz servait uniquement à chauffer le bâtiment. Et ça ne s'arrête pas là. Les méthodes d'extraction chimique permettent aussi de valoriser les déchets. Vous savez, les coques et les pulpes qui sont séparées du gruau, eh bien elles représentent quand même la moitié du poids des fèves, et ce serait dommage de tout perdre. Les industriels ont donc mis au point différentes techniques pour extraire les nutriments, le sucre ou le gras qu'ils contiennent, c'est-à-dire le beurre de cacao. Tout cela étant présenté comme une démarche zéro déchet dans le cadre du développement d'une économie circulaire et durable. C'est fou comme les mots peuvent parfois prêter à interprétation. Les déchets broyés sont placés dans un bain de solvant, le plus souvent de l'éthanol ou de l'hexane, ou un mélange des deux. Le tout est brassé par une machine de type mécanique, ou plus récemment à ultrasons, qui va permettre de séparer les différents éléments. On récupère environ 16% du poids des déchets en beurre de cacao. On récupère aussi diverses molécules propres au cacao qui seront utilisées dans la cosmétique. Pour en revenir aux poudres, le tourteau aussi peut subir le même traitement. Après une première pression à froid, on finit de dégraisser la matière sèche au solvant pour récupérer le maximum de beurre de cacao. Ce qui reste sera vendu sous forme de poudre à faible teneur en matière grasse. Et bah oui, comment est-ce qu'ils font pour obtenir des poudres avec différents taux de matière grasse ? Est-ce que c'est uniquement par pressage mécanique à froid ? Eh ben on n'en sait rien. Les fabricants n'ont aucune obligation de mentionner le traitement par solvant sur l'étiquette, puisqu'il s'agit d'un auxiliaire technologique et pas d'un ingrédient de la recette. Vous n'avez aucun moyen de le savoir, sauf si le fabricant indique clairement qu'il n'a pas utilisé de solvant dans sa recette. C'est le cas de ce cacao maigre Bonne Terre, qui est indiqué sans solvant. Par contre, quand on clique sur les ingrédients, eh bien on s'aperçoit qu'il a été alcalinisé, traité au carbonate de potassium. Oh merde! Oh, c'est con ça! Pas facile d'acheter du cacao de nos jours, hein. Trouver du cacao maigre, sans solvant, non alcalinisé, c'est compliqué. Revenons à nos auxiliaires. Donc, auxiliaires technologiques, c'est des additifs qu'on peut utiliser sans les déclarer. Donc, si par exemple, toi, tu es sensible à un de ces produits-là, tu ne pourras pas savoir qu'il y en a. D'accord ? Donc, ces produits-là, c'est quoi ? Il y a, je ne sais plus, 17 catégories. Il y a les solvants, par exemple, les solvants l'hexane. Les gens ne savent pas, mais la plupart des huiles, que ce soit les huiles alimentaires ou le beurre de cacao, par exemple, des huiles comme celle-là, sont extraites au solvant organique, cancérigène. Donc, quand on c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Et est-ce que les pouvoirs publics, c'est légal. C'est la réglementation européenne qui vous dit qu'un auxiliaire technologique n'a pas à être déclaré, peut ne pas être déclaré, n'est pas déclarable. Donc vous le déclarez pas quand on est industriel. On le met, on le déclare pas. Sachez qu'il existe une controverse sur l'utilisation du beurre de cacao extrait par solvant dans l'alimentaire, puisque les coques des fèves sont en contact avec toutes sortes de polluants potentiels. Mais surtout, la séparation du beurre et des solvants entraîne la désodorisation du beurre de cacao, qui perd tous ses arômes. Alors c'est pas très grave si on l'utilise dans la cosmétique ou pour réaliser des glaçages, mais il sert aussi à la fabrication du chocolat.
Si j'ai bien compris, ils sont quand même obligés de le mélanger à du beurre correctement traité pour que le produit final ait un petit peu de goût. Mais les dingueries ne s'arrêtent pas là. En raison de la popularité du chocolat au lait qui nécessite plus de beurre de cacao, des fabricants ne s'emmerdent même plus à trier les coques et le gruer. La fève est entièrement broyée et envoyée à la presse avant un deuxième dégraissage au solvant. Ou bien ils font directement un premier dégraissage chimique au solvant, au gaz liquéfié ou je ne sais quelle autre méthode de dingue. L'objectif ici est d'obtenir une matière qu'on aura le droit d'appeler beurre de cacao, produite au prix le plus bas possible. Bien entendu, on sera obligé de supprimer le goût dégueulasse de ce produit maltraité issu de fèves de mer de premier prix. Voilà donc comment sont fabriquées les principales pièces du puzzle de nos chocolats. On a une liqueur de cacao se résumant à une villageoise de fèves bas de gamme, contenant de vrais morceaux de déforestation et de travail des enfants. Un beurre de cacao, parfois alcalinisé, parfois désodorisé, et pouvant contenir des traces de solvant ou de butane. Et enfin une poudre de cacao dénaturée pour donner du brillant et de la couleur aux produits industriels sans goût. C'est de la merde, mais c'est pas grave, on ajoutera des arômes. Et puis c'est plus pratique quand on veut obtenir un goût stable, parce que c'est ça que les gens veulent, hein? Quand le goût est différent, c'est bizarre, il a dû se passer quelque chose. Peut-être que ce n'est pas toujours le bon critère. Ces différentes briques sont vendues telles quelles aux chocolatiers, mais peuvent aussi servir à leur fabriquer d'autres produits semi-finis, comme le chocolat de couverture, dont on va parler dans un instant. Comme pour les poudres, tout ce merdier est décliné en une myriade de variantes en fonction de l'utilité, de la qualité ou du prix souhaité par le client. Il est donc temps maintenant de passer au maillon final de la fabrication du chocolat. Si vous n'avez pas encore gerbé, ça va venir. En France, l'utilisation du mot chocolat est légalement réservée aux produits ayant une teneur en matière sèche de cacao supérieure à 35%, dont au moins 18% de beurre de cacao. Ces proportions sont différentes pour les termes chocolat noir, lait et blanc, qui sont aussi encadrés. Je vous laisse voir le détail à l'écran. On parlera de chocolat extra fin, quand les fabricants feront l'effort de mettre un petit peu plus de cacao et de poudre de lait que le minimum légal, et donc forcément moins de sucre. Quant à la mention chocolat traditionnel ou pur beurre de cacao, elle est réservée aux chocolats qui ne contiennent pas d'autres matières grasses que celles issues du cacao. Et oui, car depuis 2003, une directive européenne visant à harmoniser les pratiques du secteur au sein du marché commun a été l'occasion de tirer tout le monde vers le bas en autorisant dans le chocolat l'ajout de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao. Après 4 ans de discussions débiles, 6 matières grasses ont été autorisées dans le marché commun, et donc en France. Cette addition est limitée à 5% du produit fini, sans que soient réduites les teneurs minimum en cacao et beurre de cacao prévues dans la loi nationale. Et il a encore fallu des années de discussions supplémentaires pour s'entendre sur une méthode commune de détection des matières grasses afin de contrôler ce seuil de 5%. Eh ben oui, c'est l'Union Européenne. Ça sert à se compliquer la vie pour fabriquer de la merde à la fin. Vous et moi payons des impôts pour financer ce bordel bureaucratique, servant à des multinationales adeptes de l'évasion fiscale à baisser leurs coûts de production au détriment du bon goût et de notre santé. Et ça leur permet aussi de faire pression sur les prix du cacao, parce qu'il faut savoir qu'une variation de quelques pourcents de la demande a une incidence démultipliée sur les prix. Cependant, les fabricants ne semblent pas avoir recours à ces matières grasses alternatives dans la fabrication des tablettes de chocolat qui représentent un tiers des ventes en France. Pour le moment, j'en ai pas vu de traces dans les ingrédients, même dans les produits premier prix. Par contre, on va y trouver du beurre laitier en petites proportions, sans doute pour améliorer la texture ou le goût. En tout cas, quand il y a du beurre laitier, c'est pas bon signe, évitez de payer ça trop cher. Le problème des tablettes industrielles, c'est qu'elles ont souvent très peu de goût, en raison de la piètre qualité des matières premières utilisées, d'autant que les fabricants se contentent des quantités minimales de cacao prévues par la loi. Alors on compense la fadeur en ajoutant des arômes de vanille, puisque l'arôme chocolat est interdit dans le chocolat. Du coup, ces produits ont surtout un goût de sucre et de vanille, avec une vague idée de cacao en arrière-fond. Tant que vous y trouvez votre plaisir, c'est le principal, puisque c'est à ça que ça sert. Mais sachez qu'il existe des chocolats conçus pour le goût et pas pour le prix, qui sont plus riches, plus tanniques, plus fruités, plus diversifiés. Plus chocolatés, quoi, finalement. Dans les tablettes, il faut surtout faire attention aux arnaques marketing, et notamment les changements de recettes cachées. L'astuce est simple. On attire le consommateur avec un produit généreux, et une fois qu'on l'a fidélisé, on diminue le pourcentage de matière noble que l'on remplace par du sucre. Et il n'y a plus rien. C'est vendu au même prix, et on n'a aucune obligation de le mentionner sur l'emballage.
Le seul moyen de s'en rendre compte est de comparer la composition sur les anciens emballages et sur les nouveaux à chaque fois que vous rachetez le produit. C'est pratique, hein? En cette période d'inflation, je ne serais pas surpris qu'il y ait eu quelques changements de recettes qu'on a oublié de vous annoncer. Si les tablettes en France semblent épargnées par l'ajout de matières grasses végétales, il faut savoir que des ersatz de chocolat dépassant largement les seuils de 5% pullulent dans de nombreux pays du monde qui sont moins exigeants sur la définition du chocolat, et ils peuvent être désignés comme tels. On trouve aussi ce genre de produits à la vente en Europe, par contre ils ne peuvent pas prétendre à l'appellation chocolat. Au mieux, ce sont des confiseries cacaotées. L'enfance de nos amis belges a été bercée par l'une de ces merdes. Le Kweetjescrips, un truc originaire des Pays-Bas. Cette barre peut imiter l'apparence du chocolat et la couleur, mais elle n'en contient pas. C'est à près de 90% un mélange de sucre et de graisse végétale de coco et de palme. Tu les sens les coussins d'huile? Le cacao en poudre arrive derrière le lactose et sert seulement à pouvoir désigner le produit comme une confiserie au cacao maigre sans prendre un procès. Gustativement, ce sont donc les arômes ajoutés qui font le boulot. Des arômes de chocolat? On sait pas, c'est pas précisé, mais ça doit être autorisé puisque ce produit n'est pas du chocolat. Et c'est comme ça qu'on arrive à 9,50€ le kilo, et c'est hyper cher pour ce que c'est. À ce prix-là, vous avez des tablettes de chocolat qui ont au moins le mérite d'avoir le droit d'être nommées comme telles. Ces matières grasses sont le grand secret des chocolatiers. Certains en utilisent tellement qu'on devrait les appeler des graissiers. Ces matières sont fournies par les grandes entreprises de la transformation du cacao ou par des entreprises spécialisées dans le commerce d'huile, comme Bunge, qui a développé toute une gamme de produits pour remplacer le beurre de cacao. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le monde merveilleux des CBE, CBS et CBR. Des équivalents, des substituts ou des remplaçants du beurre de cacao. Différents segments pour différents besoins, selon que vous souhaitiez mélanger ces matières grasses au beurre de cacao ou pas, selon la législation du lieu de vente, la résistance à la chaleur voulue, la texture et la brillance voulues, avec ou sans huile de palme, déclinés pour tous les usages du marché du chocolat. Ils ont aussi une gamme pour réaliser le fourrage des barres et des bonbons de chocolat, mais aussi de n'importe quel biscuit ou pâtisserie industrielle. Grâce à ces matières, les fabricants sont capables de diluer la teneur en cacao dans tous leurs produits ou de le remplacer totalement en gardant le même aspect et la même texture. Il est symbolique que cette présentation sur le chocolat se termine par la photo d'une plantation de palmistes. J'en viens à penser qu'il y a des pays où les consommateurs de chocolat n'ont jamais mangé de cacao. On a vu qu'en France et en Europe, il y a quand même quelques règles qui limitent l'usage de ces graisses à 5% du poids total, mais ça ne vaut que pour le chocolat. Le fourrage est libre. Pour les bonbons de chocolat vendus en masse pendant les fêtes, les fabricants utilisent du chocolat uniquement pour l'enrobage. C'est ce qu'on appelle le chocolat de couverture. Il a une plus forte teneur en beurre de cacao, qui lui confère une viscosité pratique pour l'enrobage. 70 à 80% du marché de la couverture est tenu par deux entreprises, Barry Callebaut et Cargill. Autant dire que les chocolatiers utilisent à peu près tous les mêmes briques de base, qui sont agencées en fonction de formes et de proportions différentes, créant une uniformité de goût et un nivellement par le bas. Les bonbons de chocolat vendus en assortiment représentent 25 à 30% du marché du chocolat en France. 25% du poids du bonbon doit être composé de chocolat pour avoir le droit d'être nommé comme tel. Ça veut dire que des boîtes d'assortiment de chocolat au lait peuvent contenir moins de 10% de cacao. 32% de 25% minimum, donc 8% de cacao. Le reste sera constitué de sucre et de graisses végétales diverses contenues dans le fourrage, souvent de l'huile de palme, parce que c'est moins cher. Et ça, mesdames, messieurs, ça compte beaucoup. 80% du chocolat est vendu en grande surface, où les fabricants se livrent à une concurrence féroce par les prix et le marketing pour attirer les clients. Comme la majorité des gens ne savent pas comparer la qualité du chocolat et ont des moyens limités, on fait des économies considérables sur le produit pour être dans les prix de marché, parce que les étiquettes, les gens savent les comparer. Et puis on compense la faible qualité en créant de la valeur perçue par le marketing. On va afficher des référentiels culturels évoquant le luxe, la tradition, la gourmandise, sur de très belles boîtes. Quand vous achetez une boîte d'assortiment à Pâques ou à Noël, la moitié de ce que vous payez, c'est l'emballage. À l'approche de Pâques, le patron de C'est Moi, le 3e groupe français, a troqué la tenue de protection pour le costume cravate. Avec son responsable marketing, il fait le tour des supermarchés pour épier la concurrence. C'est ainsi qu'il découvre le tour de passe-passe, réussi par un concurrent.
au kilo est à 24,70 €, donc celle de là-bas est pratiquement 2 fois plus chère au kilo. Des chocolats à 24,70 € le kilo, et comme par magie quelques rayons plus loin, à 52,70 € le kilo, soit plus du double. Et à l'intérieur, c'est le même chocolat? C'est le même assortiment que leur boîte classique. Donc c'est le même chocolat? Ah oui, tout à fait. Et c'est quoi la différence alors? Ah bah c'est une boîte avec un enrobage or et un ruban. La seule différence, ce sont donc quelques dorures et un petit ruban. La réaction du patron est immédiate. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Ouais, ça va? Quelques jours plus tard, réunion marketing au siège du groupe. Le patron s'est entouré de ses spécialistes de la vente. Et après des heures de réflexion, voici l'idée révolutionnaire pour doubler la concurrence. Ah, d'accord. Que voilà. D'accord. Donc, la concrétisation de ce que vous avez sous les yeux, c'est pas mal ça. Une boîte avec des dorures et un petit ruban. Donc on utilise des couleurs qui vont évoquer le goût. Les couleurs chaudes, les couleurs chocolat, les nuances de marron, les noirs. On peut penser que les gros plaquages or, c'est sans doute un peu fini. Donc on utilise l'or en petites touches. Et toujours le nœud, parce qu'on a un nœud vraiment collé. C'est un vrai nœud, une vraie matière. Donc là, il y a... Ouais, donc qui renforce l'aspect cadeau. Seule différence avec les concurrents, leur boîte sera ronde. La boîte chapeau, c'est original sur le marché, puisque ça n'existe pas. Ouais. On est les seuls à avoir la chance de proposer ça aux consommateurs. Donc je crois qu'on va amener un peu d'esprit festif. En général, le consommateur va l'acheter pour l'offrir. Donc le consommateur, quand il va voir ça, c'est premièrement, de quoi vais-je avoir l'air lorsque je vais l'offrir? Donc ça, c'est aussi très important de notre métier, c'est de le valoriser, que notre consommateur soit content de faire une offre à autrui. La valeur perçue a son importance. Voilà, donc on va appeler ça la valeur perçue si on veut, mais en fait, moi je vais résumer ça vers le plaisir d'offrir. Résultat, chez cet industriel, la conception de la boîte coûte presque aussi cher que le chocolat qu'elle contient. C'est un coût important. Le coût du packaging, globalement, c'est environ 40 à 45% du coût total. Très bien. Fuir la grande surface pour se précipiter chez le petit commerce du coin n'est pas forcément gage de qualité. Des chocolatiers industriels proposent des catalogues entiers de produits finis à destination des petits commerçants qu'ils pourront revendre 4 fois le prix que ça coûte. C'est ce qu'on trouve en général dans les boulangeries-pâtisseries. Ça ne me pose aucun problème, sauf quand certains ont le culot de prétendre que c'est fait maison. Même les chocolatiers spécialisés ont recours à des produits industriels. Alors dans les chaînes de magasins, c'est une évidence, rien n'est produit sur place, mais c'est aussi le cas chez les chocolatiers indépendants qui ont parfois recours à des produits finis pour élargir leur gamme. Quant au chocolat qu'ils fabriquent eux-mêmes, ils utilisent des briques fournies par les industriels. Ils vont acheter du chocolat de couverture prêt à l'emploi, des matières grasses pour le fourrage, du sucre, des noisettes, etc. Leur boulot se résume à la réalisation d'assemblages plus ou moins originaux et à de la mise en forme. Donc on n'a pas tellement affaire à des chocolatiers, mais plutôt à des confiseurs. Toutefois, la qualité sera généralement meilleure qu'en grande surface, parce qu'ils ont une considération pour le produit qui va au-delà de proposer le prix le plus bas. Ils vont proposer des recettes avec plus de cacao, moins de sucre, ils vont pas chercher à remplacer le beurre de cacao par des matières grasses bas de gamme. Et puis ils achètent des briques de meilleure qualité. Parce qu'en parallèle de la villageoise de cacao grand public, les industriels de la transformation proposent aussi des cacaos grand crus. Cette fois, les fèves sont issues d'une seule origine, ou même d'une seule plantation, et elles ne seront pas mélangées avec d'autres provenances. La qualité de la production et de la fermentation des fèves est surveillée. Elles sont payées plus cher et vendues plus cher. J'ose aussi imaginer que le processus de transformation contient un peu moins de dingueries, mais j'ai pas plus d'informations. Cela dit, il peut y avoir des écarts de qualité énormes entre les confiseurs industriels ou indépendants, entre les indépendants eux-mêmes, ou bien entre les produits que vous trouvez dans une même boutique. Encore une fois, ce qui compte le plus dans le chocolat, c'est que vous aimiez ce que vous mangez, mais c'est toujours bien de savoir lire les étiquettes pour évaluer la qualité et la rapporter au prix que vous payez. Parce qu'il n'y a pas que dans les grandes surfaces où l'on nous vend de la valeur perçue. Le snobisme de se rendre chez le chocolatier du coin peut vous amener à payer très cher pour un produit relativement standard. Mais rassurez-vous, vous ne vous ferez jamais autant bananer que les fans d'Harry Potter, à qui on arrive à fourguer du chocolat ultra bas de gamme à plus de 600 € le kilo, et même 1100 € le kilo. Et ça se vend 100 fois le prix que ça coûte. Les gens font bien ce qu'ils veulent de leur argent, et s'ils sont contents de claquer une fortune dans du marketing et de l'emballage, c'est le principal. Par contre, faut pas venir me dire que l'artisanat coûte cher.
Maintenant, si vous préférez mettre votre argent dans le chocolat que vous mangez et pas dans le carton qui finira à la benne, je vous conseille de vous tourner vers les rares chocolatiers qui méritent vraiment ce nom parce qu'ils achètent leurs fèves et fabriquent leur propre chocolat. Le mouvement Bean to Bar, de la fève à la tablette, est une démarche d'intégration verticale complète de la fabrication du chocolat, née au début des années 2000 aux États-Unis. Le chocolat est donc l'un des rares produits alimentaires dont la production industrielle a précédé les méthodes artisanales. C'est dû au fait que la production du chocolat a longtemps nécessité des machines très lourdes et productives, incompatibles avec les petites productions, jusqu'à il y a encore 10-15 ans, où de nouvelles machines ont permis l'essor de ce mouvement naissant. Dans le Bean to Bar, on prend en compte les externalités sociales et écologiques de la production pour assurer une plus juste rémunération des producteurs, ainsi qu'une traçabilité et une meilleure qualité aux consommateurs. Le chocolatier sait d'où viennent les fèves et comment elles ont été produites. Il s'implique dans la vie des plantations en encourageant l'agriculture bio ou l'agroforesterie et en payant plus cher pour ça. Il va payer 2, 3, 4 fois le prix du marché directement aux producteurs. Il sélectionne soigneusement les fèves qui serviront à fabriquer le chocolat, dont il maîtrise toutes les étapes de la production, auxquelles il insuffle sa propre vision de la qualité. Préparez-vous à découvrir des saveurs différentes d'un chocolatier à l'autre, puisqu'ils n'utilisent pas les mêmes fèves, ni les mêmes méthodes de production, et quand on agrémente en plus ce chocolat avec d'autres ingrédients, les possibilités deviennent infinies. Un monde de saveurs reste à explorer dans le chocolat artisanal, bien loin de la villageoise de fèves bas de gamme désodorisée, bourrée de sucre et de vanille, de nos chers industriels du chocolat, qui travaillent parfois si mal qu'ils bousillent les gosses au début de la chaîne de production, et à la fin. Sur 3000 chocolatiers en France, il y en a à peine une cinquantaine qui peuvent se réclamer d'une démarche Bean to Bar. Certains s'en approchent, mais ne complètent pas toutes les étapes. Ils achètent encore du beurre de cacao, ils sous-traitent une partie du processus, etc. L'appellation Bean to Bar n'étant pas réglementée, il est aussi possible que des vendeurs en abusent, bien qu'elle ne soit pas encore très connue. En tout cas, si vous cherchez du chocolat de qualité, je vous encourage à vous tourner vers ce type d'artisan. Toutes les dingueries qu'on a vues au cours de cette vidéo sont les raisons pour lesquelles je suis très heureux de vous proposer l'un des meilleurs chocolats de France sur zone artisanale. Lancé en 2018, Camaïos est la réunion de 3 passionnés du cacao. Fabrice et Nicole ont créé une association dans leur village d'Ayos au Cameroun pour travailler ensemble à la fabrication artisanale et solidaire du cacao, mais aussi du café et des arachides. Le maître chocolatier Willy Ferrier s'occupe des fèves en France. Il fait partie des rares personnes à fabriquer son propre chocolat. Camaïos maîtrise tout le processus de fabrication avec un haut degré de contrôle, notamment sur la plantation, et ça, il n'y a pas plus de 10 entreprises en France qui peuvent en dire autant. Une partie des bénéfices du chocolat servent à développer le village d'Ayos à travers leur association. Et ces fèves-là ont un pouvoir presque miraculeux. Le chocolat fabriqué par les 3 associés de Camaïos a permis de changer radicalement la vie des villageois. Grâce à ces fèves et grâce au chocolat, finalement on a réussi à faire une école. On a fait des puits là-bas pour accéder à l'eau potable. On a fait des petits ponts pour accéder au village. On suit les rentrées scolaires de cette école donc en fournissant les tenues, parce qu'ils ont des tenues, les chaussures, des cahiers, des stylos. Tous leurs chocolats sont fabriqués avec 3 ou 4 ingrédients. Leurs propres fèves de cacao broyées en liqueur, leur beurre de cacao qu'ils pressent eux-mêmes mécaniquement, sans solvant ni butane, et du sucre de canne bio. Et pour le chocolat au lait, ils utilisent un lait en poudre sans lécithine de soja. Une précision importante puisqu'il y a des chocolats soi-disant sans lécithine qui utilisent du lait en poudre qui en contient. Alors évidemment, le prix est plus élevé que celui des tablettes habituelles des grandes surfaces, mais comparé à celui des autres chocolatiers Bean to Bar, ils sont plutôt bas. C'est une volonté de Camaïos de rendre ce produit abordable au plus grand nombre, même si je sais bien que ça veut pas dire abordable à tout le monde. Cela dit, ça reste moins cher que les chocos-grenouilles sur Amazon. Pour être transparent sur les liens d'intérêt, je tiens à préciser aux nouveaux spectateurs qui ne sont pas forcément au courant qu'il ne s'agit pas d'un placement de produit au sens où vous avez l'habitude d'en voir sur YouTube. Zone artisanale est mon activité secondaire. C'est moi qui fais les envois à ce jour, et Camaïos rémunère cette mise en avant par une petite réduction complémentaire. Alors même si on peut trouver des artisans de qualité un petit peu partout, quoique dans le chocolat c'est plutôt compliqué, vous pouvez soutenir ce travail d'information en passant sur zoneartisanale.com ou bien via ma page Tipeee. Tous les liens sont en description. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'au bout dans le monde merveilleux du chocolat.
Si vous avez appris quelque chose qui vous semble important, je vous encourage à partager cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit, bon courage et bonne chance.